Info, la grande édition de nos informations, mais tout d'abord le sommaire. 6 000 milliards de francs guinéens pour cette année 2017, tel est l'objectif que se fixent les soldats de l'économie guinéenne. L'annonce a été faite lors de la réunion annuelle des douanes à Conakry. Et puis, des soins pour les personnes ayant des tympans perforés, c'est la principale mission d'une équipe médicale qui séjourne actuellement à Conakry. Les interventions se déroulent à l'hôpital Jean-Paul II. Enfin, la poésie à l'honneur. Les amateurs des mots rythmés s'étaient donné rendez-vous au Petit Musée pour magnifier la beauté de la langue française. Voilà pour le sommaire, encore une fois. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, en plus bref et en image, le vice-président de la Banque islamique de développement est à Conakry. Dr Mansour Mokhtar vient renforcer la coopération entre la BID et la Guinée. Demain, il sera reçu par le chef de l'État pour l'année 2017. La BID compte investir plus de 170 millions de dollars pour soutenir les efforts de développement dans notre pays. Nous y reviendrons. Et puis les travaux de la réunion annuelle des douanes ont démarré cet après-midi à Conakry, un rendez-vous majeur pour les soldats de l'économie des différentes régions du pays pour définir le plan d'action 2017. Près de 6 000 milliards de francs guinéens seront mobilisés pour cette année. Explication, Thierno Diallo. La réunion annuelle des douanes est une occasion pour les soldats de l'économie de passer en revue les activités réalisées lors de l'année écoulée et dégager les perspectives pour celles en cours. Les responsables présents à la rencontre reçoivent les nouvelles directives pour la bonne marche de l'administration douanière. Cette année, ils doivent à nouveau retrousser les manches pour mettre dans les caisses de l'État près de 6 000 milliards de francs guinéens. Je voudrais également saisir l'occasion qui m'est offerte cet après-midi pour réaffirmer la disponibilité totale et l'engagement effectif de tous les douaniers à réaliser les importantes tâches qui leur sont dévolues, notamment la réalisation des prévisions de recettes budgétaires de 5 912 milliards en 2017 contre 5 731 milliards en 2016. L'atteinte des objectifs inscrits dans le plan d'action 2017 d'une part et dans le contrat de performance signé entre la Direction générale des douanes et le ministère du Budget d'autre part. 80 responsables douaniers venus de toutes les régions du pays prennent part à la rencontre. Leurs résultats acquis en 2016 et expériences vécues vont être partagés. La poursuite des efforts de modernisation vont être aussi encouragés. Je suis convaincu que l'administration des douanes est résolument engagée à accompagner le processus de changement prôné par son Excellence, le professeur Alpha Condé. Je me réjouis des relations de partenariat douane-secteur privé et vous invite à rehausser constamment la qualité de vos prestations en vue de mieux répondre aux attentes des usagers. Car nous ne devons pas l'oublier, nous sommes au service de nos populations. Nous ne sommes pas là pour nous servir. La réunion annuelle des douanes prendra fin jeudi prochain, jour de célébration de la journée mondiale dédiée aux douaniers. Le plan d'action 2017 devrait être communiqué ce jour. Dans le pays profond, les travaux d'urgence sur les différents axes routiers se poursuivent. C'est le cas de la route Kérouané-Sanar sur la nationale Kankan-Kérouané. Ce tronçon exécuté par le génie militaire est à plus de 30% de réalisation. Le délai contractuel est de 6 mois avec un financement du gouvernement à travers le fonds d'entretien routier. Le constat avec Ansoumani Toumani Kamara. C'est en décembre dernier que le génie militaire a entamé les travaux d'élimination des points critiques sur le tronçon Sana-Kérouani. Cette portion de la nationale Kankan-Kérouani est distante de 113 km et c'est l'un des chantiers du vaste programme des travaux d'urgence en cours sur le réseau routier guinéen. Nous avons constaté que le tronçon est dégradé. Vraiment, il a atteint un niveau de dégradation tel que nous sommes obligés un peu de dépasser les termes du contrat. Et nous partons de l'élimination des nids de poules, nous venons, nous purgeons
on remplace la partie qui est purgée, on la fait compacter par des couches successives de 20 à 25 cm, on compacte et on fait venir la couche de roulement. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous sommes à près de 28 à 30% des travaux. Nous apprécions ce qui est fait. Si la même allure est maintenue, ce sera la fin de notre calvaire. Si la route est bonne, nous mettons 2 heures pour rallier Kankan-Kirouani. Mais actuellement, il faut 6 heures. L'axe Kirouani-Kankan, long de 145 km, est l'un des chaînons manquants du corridor Zérékoré-Bamako. Avec un trafic dense, sa réhabilitation très attendue tient compte aussi des ouvrages de franchissement très dégradés en ce moment. Les 8 ponts décelés par le génie militaire, ces ponts-là ont été dégradés dans les derniers mois de l'année 2016. Sinon, c'était près de 4 ponts. Mais aujourd'hui, ils sont au nombre de 8. Pourquoi? Parce qu'avec le bitumage de la route Beila-Zérékoré et le bitume existant Kankan jusqu'à Koulémaré, tous les trafics ont été déviés sur cette route-là. Et en même temps, il faut reconnaître qu'en matière de ravitaillement en produits vivriers forestiers, de Kankan jusqu'à Bamako, tout quitte en forêt et passe par cette route-là. Donc il y a lieu même de réaménager cette route-là dans un cadre de bitumage. La route nationale Kankan-Kirouani est divisée en 2 tronçons. Le premier de Kankan à Sana, 32 km, et Sana-Kirouani, 113 km. Si la réhabilitation du second tronçon soulage les usagers, cependant, les 32 km qui relient Kankan-Ville à la localité de Sana sont très dégradés et ne font pas partie des travaux en cours. Après 2 mois de traitement à Dakar, le préfet de Koya est de retour au Bécaye. Pour la petite histoire, Ibrahima Barbosa Souma a été victime d'une attaque par une bande armée à sa résidence. Plus de peur que de mal, à son retour a connu une forte mobilisation de la part des populations de Soumbouya. Mohamed Lamine Kamara était de la partie. Voici son compte rendu. Ce retour du préfet de Koya, Dr Ibrahima Barbosa Souma, dans le Soumbouya, est ovationné par une foule en liesse. Dans l'enceinte du bloc administratif, notabilité, associations de femmes, jeunesse et responsables locaux expriment leur joie de retrouver leur premier responsable en bonne santé. Que le Tout-Puissant Allah soit loué, qui nous a donné ce jour 23 janvier 2017. Marquant le retour de notre bâtisseur préfet, Dr Ibrahima Barbosa Souma, mettant ainsi fin à cette longue période d'inquiétude et d'angoisse. Touché par cet accueil chaleureux, Dr Ibrahima Barbosa Souma rend grâce au bienfaiteur. Un travail bien fait doit être reconnu. Nous devrions aujourd'hui notre joie grâce à cet homme. On ne prie jamais pour que l'éléphant soit grand. Il est né grand. Mais on prie pour la longévité. Prions pour la longévité du professeur Alpha Condé. Prions pour tous les membres du gouvernement. La délégation du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a mis l'occasion à profit pour annoncer aux populations l'arrestation de certains présumés auteurs de cet acte odieux contre le préfet. Je l'annonce avec fierté parce que c'est un message expressément qui a été donné par Monsieur le ministre de confirmer cela aux populations. Parce que lors de son passage, le lendemain de l'attaque du préfet, il a promis que le gouvernement, l'État allait tout mettre en œuvre pour mettre main sur ces malfrats, ce qui fut fait. Ce retour s'annonce décisif pour l'administration préfectorale qui réitère son engagement à s'investir pleinement aux côtés du préfet pour le développement harmonieux de Koya.
Le ministre d'État à la Sécurité était face à la presse. Maître Abdoul Kabele Kamara présente le bilan de l'année écoulée avant d'annoncer la mise en place d'une nouvelle brigade d'intervention contre le grand banditisme en Guinée. Maurice Sidibé, Ousmane Ba. Le patron de la police guinéenne dresse son propre bilan pour l'année 2016. 287 opérations ont été menées à travers les brigades anticriminalité, 18 armes saisies, 663 interpellations. Si ces actions n'ont pas porté un coup à la recrudescence du grand banditisme, les 533 cas d'infraction relevés par l'Office de la protection du genre, de l'enfance et des mœurs ont réveillé l'attention sur les questions de violence contre les femmes et les enfants. 123 victimes de viol, 136 cas de coups et blessures volontaires, 30 cas de délaissement d'enfants, des cas de mariage forcé, d'excision, d'incitation à la débauche, de la maltraitance et tant d'autres abus ont été traités dans ce service. En 2016, il a été surtout question de formation pour les policiers. Les écoles de Kagbelin et de Kafilia ont été réouvertes après plus de 15 ans de fermeture. 728 policiers ont bénéficié de la formation commune de base. Ensuite, il y a l'élaboration d'une politique de gestion des ressources humaines. Désormais, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile peut recruter lui-même les agents de police et de protection civile dont il a besoin. Ceux qui seront recrutés devront avoir des préaptitudes au métier de policier telles que les connaissances en droit, avoir la force physique adéquate. Pour 2017, le ministère de la Sécurité ambitionne la mise en place d'une brigade d'intervention rapide BRI. Cette unité d'élite polyvalente viendra renforcer les brigades anticriminalité et de répression du grand banditisme. Bientôt, la BRI, placée également sous la tutelle de la Direction centrale de la police judiciaire, une unité d'élite polyvalente, chargé de lutter tant bien contre le terrorisme que contre le grand banditisme. Cette annonce intervient à un moment où le sentiment d'insécurité refait surface et que la police cherche à faire peau neuve. Le renforcement et le redéploiement des effectifs, l'amélioration des conditions d'intervention sont parmi les défis de l'année. Dans l'actualité, encore une mission médicale séjourne actuellement en Guinée composée de chirurgiens d'oreilles. Elle compte prendre en charge des personnes ayant des tympans perforés. Durant une semaine, ces spécialistes vont opérer une vingtaine de patients. Des interventions qui vont se dérouler à l'hôpital Jean-Paul II. Notre reporter Radia Toubari a suivi les 2 premières opérations. Voici son reportage. C'est la première intervention chirurgicale d'envergure en ORL, ortho-rhino-laryngologie. Les patients du jour ont les tympans perforés. Alpha Bakar Bari, ingénieur des eaux et forêts, est l'un d'entre eux. Depuis 3 mois, il a perdu l'audition de son oreille gauche. Dans cette salle, il attend avec espoir l'intervention. J'ai un bourdonnement sans cesse qui me fait souffrir. C'est ce qui fait que j'opte pour l'opération. Ce matin, ils sont 4 patients programmés pour la tympanoplastie, l'opération de réhabilitation des tympans. L'intervention est réalisée par 5 médecins chirurgiens, dont 4 étrangers venus pour la circonstance. Elle se fait à jeun, sous anesthésie générale dans ces 2 blocs opératoires de l'hôpital Jean-Paul II. 3 heures, c'est le temps imparti pour chaque opération. C'est une partie de l'oreille qui transmet le son vers les éléments essentiels pour assurer une bonne audition. Donc lorsque cette membrane est trouée, il n'y a plus de transmission du son, donc il y a une altération de l'audition. L'intervention consiste à remplacer cette membrane tympanique pour redonner l'audition et prévenir les infections qui peuvent arriver telles que la méningite, telles que les abcès du cerveau. Dans cette salle, les images du bloc opératoire sont retransmises en temps réel. Un complément de formation pour les stagiaires en ORL qui suivent avec attention la pratique de la tympanoplastie.
Donc il y a déjà une base qui est faite par la formation des CHU locaux de la sous-région, et puis nous on vient un peu spécialiser les choses. Le suspense est terminé. Ces 2 premières opérations ont réussi. Les patients sont hospitalisés dans cette salle pour 3 jours de soins. En fin de journée, 2 autres patients seront reçus ici. Les jours à venir, ce sont 22 patients qui retrouveront l'usage de leur tympan après les interventions des spécialistes de chirurgie de l'oreille à l'hôpital Jean-Paul II. De la commission environnement de l'Assemblée nationale dans la région forestière, ils viennent à s'enquérir des conditions de vie des populations locales. Des projets agricoles et d'élevage ont le vent en poupe dans cette région. Déjà, plus de 130 villages bénéficient du soutien du chef de l'État dans la promotion de l'agro-industrie. Une initiative saluée par les élus du peuple. Le point avec Robert Siditono. Cette initiative présidentielle du côté de la région forestière fait du chemin. De Sérédou en passant par Massentan Centre et Kondiadou dans Kissidougou, plusieurs groupements se frottent les mains après avoir bénéficié d'un coup de pouce. Ils sont dotés d'un certain nombre d'actions, notamment liées à l'agriculture, l'agroforesterie et l'élevage. Nous avons au moins 186 000 plants de palmiers ici, 100 000 plants de cacao, et aussi 150 000 plants de choses, de café en germois. Donc c'est une initiative du président qui vise à relancer les cultures d'exportation en Guinée forestière. En se rendant dans ces différentes localités, les députés membres de la commission environnement ont touché du doigt les réalités. Ils comptent soutenir l'initiative pour sa pérennisation. Dieu merci, la vision du président est en train de fleurir en forêt. Je suis sûr, dans un proche avenir, je dis que ça va faire du merveille en forêt. Pour cette première phase, 127 villages sont concernés par le projet en région forestière. Un appui à la paysannerie qui change la vie des populations de l'arrière-pays. En déplacement également, le président du législatif guinéen Heta Morovia, l'honorable Claude Korikondiano, participe à la mise en place du Parlement de la Manoriva Union. En marge de cette visite, il a eu des entretiens avec la communauté guinéenne. Abdoulaye Ningelande Diallo, envoyé spécial. À peine arrivée à Monrovia, capitale du Libéria, ce dimanche, la délégation de l'Assemblée nationale à la tête de son président est accueillie par les Guinéens vivant dans ce pays frère. Une seule fierté anime les esprits de ses compatriotes. C'est la médiation réussie par professeur Alpha Condé dans la crise qui minait la Gambie. Pour avoir vécu des années de troubles au Libéria, ces Guinéens prônent la paix et saluent le sens patriotique qui caractérise le peuple de Guinée. Nous remercions aussi notre président, le professeur Alpha Condé Jeudi, parce que si tu vas aujourd'hui en Guinée, il n'y a eu pas de pagaille, il n'y a pas eu de bataille, c'est grâce à son esprit, à son organisation. La Guinée, ça appartient à tous les Guinéens. Ça, il a confirmé ça fait. On le remercie très bien de faire une entente, une paix à partir de Gambia en Gambie. Ici au Libéria, les problèmes politiques n'ont jamais été un handicap. Sur le plan social, nous sommes unis comme une famille. Vous verrez à ma gauche le représentant du RPG, le représentant de l'USDG, le représentant de l'UFR. Tout le monde est là. Tous les partis politiques sont représentés ici. Et chaque fois qu'il y a un mariage, nous partons ensemble. Chaque fois qu'il y a un décès, nous partons ensemble. Nous sommes tout le temps ensemble. Il n'y a pas de bagarre. Quand les problèmes de partis politiques arrivent, eh bien chacun va dans son parti politique. Il n'y a pas de bagarre ici. Un esprit d'unité que le président du Parlement a hautement apprécié. C'est pourquoi l'honorable Claude Korikondiano invite ces Guinéens à se conformer aux principes et à respecter les lois de ce pays d'accueil. C'est une bonne chose que vous vous entendiez. Je vous encourage, il faut continuer, n'est-ce pas, dans cette cohésion. Faites en sorte que l'opposition, la majorité, les Guinéens au Libéria, toutes religions confondues, que vous sachiez que vous êtes un et indivisible. Si vous vous imposez cette discipline-là, je suis sûr que la cohésion
Donc vous m'avez parlé aujourd'hui des rapports que vous entretenez entre vous. Va continuer et c'est de cette façon seulement que vous pouvez vous entraider. Bon, une communauté qui vit dans un pays, vous vivez ensemble, c'est l'entente qui peut vous aider dans les activités que vous menez. Le plus grand nombre d'étrangers sur le territoire libérien est la communauté guinéenne. Cela s'explique par les liens historiques, géographiques et culturels que nos deux pays entretiennent depuis de longues années. Toujours sur le continent, enfin à Ouagadougou, de la réunion des concessionnaires des visites techniques automobiles, la rencontre aboutit à la création en Afrique de l'inspection technique auto. La Guinée occupe le poste du secrétariat exécutif chargé de la communication. Ibrahima Keita pour en savoir davantage. Ça y est, c'est fait. Le continent africain a désormais l'Union africaine de l'inspection technique automobile, une structure faite hier composée de 9 pays mise en place après une journée de concertation et d'échange. Après discussion et amendement des statuts règlements intérieurs et de façon consensuelle, un bureau exécutif de 9 membres a été mis en place. L'Union est ouverte aux structures de contrôle technique automobile d'autres pays du continent. À l'issue de la rencontre, la présidence de l'Union est revenue au Niger, les 2 vice-présidences à la Côte d'Ivoire et au Togo, le secrétaire exécutif au Burkina et la Guinée. Elle occupe le poste de secrétaire exécutif chargé de la communication et le tout nouveau président mesure déjà la tâche qui l'attend. Je mesure, n'est-ce pas, le poids des responsabilités, tant il est vrai que le contrôle technique automobile prend de plus en plus de l'importance dans la vie de nos États. C'est pourquoi, en plus de l'harmonisation des activités dans les pays membres, l'Union africaine de l'inspection technique automobile se veut une structure d'appui auprès des autorités et autres partenaires. L'association également a un objectif majeur, celui de constituer un élément de plaidoyer auprès des autorités, des différentes autorités d'ailleurs de nos États, mais également auprès des institutions internationales qui aujourd'hui financent la sécurité routière. Juste après la mise en place de l'organe dirigeant, les professionnels de visite technique automobile de l'Afrique se sont rendus au centre de contrôle technique automobile de Ouagadougou. Ici, une visite guidée a permis aux membres de l'Union de se faire une idée des capacités d'intervention du CCVA du Burkina Faso. On a un centre qui contrôle en moyenne 500 véhicules par jour. Alors, aux heures, en période de pointe, nous allons, pour les 6 lignes, nous allons près de 1000 véhicules par jour. C'est donc parti pour l'amélioration et l'harmonisation du contrôle technique automobile en Afrique. Il appartient aux autorités guinéennes d'appuyer Civita dans l'accélération de l'ouverture des centres de contrôle technique automobile pour permettre au pays de rattraper le retard accusé. Retour en Guinée, le Conseil national du patronat guinéen vers le dénouement de la crise qui mine cette organisation. Les 2 protagonistes, Ansoumane Kaba et Sékou Cissé, viennent de signer un accord d'entente sanctionné par une déclaration. On fait le point tout de suite avec Alpha Yaya Silla. Le scénario est digne d'une fiction. Mamadou Silla, ancien président contesté du CNP Guinée, Sékou Cissé, flamboyant président intérimaire, et Ansoumane Kaba, président dont la légitimité est mise en doute, conjuguent désormais le même verbe. Face à une nouvelle dissidence, l'ancienne faction du CNP Guinée forme un bloc derrière le président investi par le congrès du 23 avril 2016. Après 8 mois, nous avons décidé, Sékou Cissé et moi, président du CNP, d'enterrer la hache de guerre et de travailler main dans la main. Et ce qui nous a conduit à l'élaboration d'un protocole d'accord qui a été homologué par la justice, notamment la Cour d'appel, parce que nous étions en appel pour une décision qui avait été prise entre-temps d'annuler le congrès du 23 avril. Donc, dès le moment que nous avons signé cet accord a été homologué et qui met fin définitivement au contentieux et qui nous interpelle à respecter l'accord. Nous avons un accord
Et tout ce qui était passé avant, ça c'est dépassé. Et là, il faut regarder maintenant l'avenir. Alors, nous sommes à l'unité pour l'intérêt du pays. Il faut avancer. Dans les jours à venir, une nouvelle assemblée extraordinaire est attendue si la justice est aujourd'hui dessaisie par une partie des acteurs clés du feuilleton CNP Guinée. Il faudra encore du temps pour que l'unanimité se dégage au sein de cette famille du patronat guinéen. Culture avec la nuit de la poésie qui vient de prendre fin au Petit Musée. C'est une initiative de l'Association des poètes de Guinée. Cet art de faire des ouvrages en vers a mis en exergue toute la beauté de la langue française. Un événement qui annonce les couleurs du projet Conakry, capitale mondiale du livre en 2017. Mikini Moussa Kamara, Makeme Donzo. Des célèbres poètes guinéens du moment se retrouvent au Petit Musée. Ils s'engagent à mieux vendre les vertus de la poésie, un genre littéraire qui joue un rôle crucial dans l'oralité selon les spécialistes. Cette activité s'inscrit dans le cadre des préparatifs du projet Conakry, capitale mondiale du livre. La poésie, c'est la vie. Et lorsque tout nous quitte, ou lorsque nous quittons tout, il ne resterait que la poésie. Et j'entends la poésie au sens très large. Et ici, comme disaient les aînés comme Senghor et Césaire, la poésie c'est avant tout le rythme. Et l'Afrique vit sur une sorte de cadence, une sorte de rythme. Donc pour moi, le son de tam-tam, les notes de kora, le slam de quartier, les psalmodies du matin constituent également de la poésie. Le festival de poésie programmé dans Conakry, capitale mondiale du livre, c'est l'avant-première qu'on est en train de vivre ce soir. Tcherno Suleiman a été mon professeur de droit quand j'étais à l'université. Il a toujours fait ça et lorsqu'on faisait le projet pour envoyer à l'UNESCO, il nous avait averti qu'il pouvait être à Conakry pour cette opération et il va diriger ça. Et moi je suis très fier, je suis très content de ce qu'il est en train de faire, de ce que les acteurs sont en train de faire autour de lui. C'est la Guinée de demain, ça. Cette nuit de la poésie a aussi mobilisé des hommes de lettres et des éditeurs. Ils fondent leurs espoirs sur la nouvelle génération en vue de relever le défi. Ces jeunes gens, ils ont de l'inspiration et ils disent des choses que nous ne pouvons pas dire aujourd'hui. Et alors, donc c'est tout à fait intéressant qu'ils s'expriment de la sorte et que cela frappe à la porte des consciences. Dr Barry Tcherno Suleiman, le point focal de cet événement, a dédié un livre de 423 pages au tout petit. L'auteur présentera son œuvre dans certaines universités guinéennes très prochainement. L'université Avicenne a procédé ce week-end à la remise des diplômes aux nouveaux licenciés. L'événement qui s'est déroulé au Palais du Peuple a mobilisé étudiants et personnalités du pays. Le point avec Bernard Tonguino. Près de 200 nouveaux diplômés sur le marché de l'emploi. Ils sont le produit de l'université Avicenne. Au terme de 3 années de spécialisation dans les filières comme économie-gestion, sciences juridiques, maths informatiques, ces étudiants décrochent leur diplôme. Les récipiendaires sont rassurés de la qualité de la formation reçue. J'ai reçu des formations qui sont vraiment énormes parce que c'est très simple, surtout quand tu as des professeurs professionnels. Notre fondateur, il a beaucoup contribué, il nous a donné des cours pratiquement qu'on trouve rarement en Guinée. Et là, je suis vraiment rassuré que je suis fin prêt pour le marché de l'emploi. L'université Avicenne met surtout l'accent sur l'acquisition des compétences techniques. Une particularité qui constitue un atout pour ces nouveaux diplômés. Un étudiant, il faut le former, mais il faut l'accompagner jusqu'au niveau de l'obtention de l'emploi. Et même s'il est intégré dans une entreprise, il faut continuer à l'encadrer, à le coacher et à même lui proposer de venir faire des formations continues. Baptisée Promotion Feu Fatmata Kamara, ancienne secrétaire générale de l'université Avicenne, cette 7e promotion arrive sur le marché de l'emploi à un moment où plusieurs autres diplômés sont à la recherche du premier emploi.
Enfin, sport, foot, CAN Total Gabon 2017. Ce soir, c'était l'épilogue de la poule C. Les Ivoiriens, champions d'Afrique en titre, ont été éliminés dès le premier tour par les Lions de l'Atlas et la RDC a battu les éperviers du Togo 3-1. Le condensé avec Ibrahima Sori Fofana. À la fois explosive et indécise, la poule C aura maintenu le suspense jusqu'à cette ultime journée des matchs de poule. Les Ivoiriens qui ont remporté la Coupe d'Afrique 2015 sont dans une mauvaise posture avec 2 points en 2 sorties. Leur qualification passe obligatoirement par une victoire face à une équipe marocaine qui n'a besoin qu'un match nul pour se hisser au deuxième tour. De son côté, la RD Congo qui totalise 4 points en 2 sorties tient son destin en main face à une formation togolaise qui doit impérativement s'imposer pour obtenir son billet de qualification. Démarrer sur un rythme accéléré avec une mobilité remarquable des différents protagonistes, le match Maroc-Côte d'Ivoire n'a pas été à la hauteur des attentes du public ivoirien. À l'occasion des 45 premières minutes, les Ivoiriens ont exercé une pression stérile, se montrant incapables de surprendre le dispositif des Lions de l'Atlas. La densité et l'occupation du terrain marocain empêchant toute approche de leur case. La mi-temps interviendra sur le score paritaire de 0 but partout. À la reprise, après quelques changements opérés dans le camp ivoirien, l'on s'attendait à une réaction d'orgueil de la part des Ivoiriens. Mais les Marocains restent solides en défense tout en multipliant des velléités dans le camp adverse. L'occasion la plus franche des Marocains a été concrétisée à la 64e minute par Rachida Aliou sur une lourde frappe de 30 mètres directement dans le camp de Sylvain Gou. Une situation qui complique les données pour les Ivoiriens qui doivent désormais marquer 2 buts pour espérer se qualifier. Pendant ce temps, les Marocains multiplieront des velléités pour inscrire le deuxième but en vain. Score final 1-0 pour les Marocains. Dans l'autre match de la poule C, la RD Congo n'a pas fait de détails en s'imposant 3-1 face aux éperviers de Togo. Œuvre de Junior Kabangana à la 29e minute, de Ndombe Mouvlevé à la 54e minute et de Jean-José Mpoku à la 80e minute. La réduction côté togolais a été réussie par Lao Kodjou Fodo. Avec ces résultats de la 3e journée, dans cette poule C, le Maroc et la RD Congo se qualifient pour les quarts de finale de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est tout pour ce soir au compte de Guinée Info. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. À demain, Inch'Allah. Merci, beau garçon. Merci.